Moi, quand j'étais petit, je disais toujours à mes parents que je voulais être inventeur. Je voulais créer des choses. Toi, t'arrives comme ça, t'es le petit français, salut, moi je débarque et tout. Ça fait 3 mois que je suis à Stanford et t'es avec Peter Thiel, qui, pour ceux qui nous regardent, une des personnalités les plus influentes de la tech américaine. Je pense qu'un jour, tu auras le droit de conduire que sur des circuits privés, tu vois. Tu veux t'amuser à conduire ta voiture, bah pas de problème mec, mais pas sur les routes. En fait, il faut imaginer que le trajet d'un bateau, c'est un peu chiant à mourir, parce qu'en gros, tu traverses le Pacifique, ça prend plusieurs jours. Tu dois évidemment éviter de t'échouer comme un con sur l'île que t'avais pas vue, tu vois. Tous les ans, t'as des mecs qui se tapent, et tu sais même pas comment c'est possible, quoi, les gars. Juste, t'as un bateau qui est genre au milieu de l'océan, il y a un atoll isolé, et les gars se tapent une île, et tu fais, mais comment c'est possible, tu vois, genre, le gars qui a fait ça, il était bourré, c'est pas possible, il se moque du monde. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on entend pas mal de choses, d'épargne, de salaire, de retraite qui semblent compliquées. On dirait qu'on va droit dans le mur dans certains cas. Et donc aujourd'hui, la génération se demande comment mieux investir pour mieux sécuriser son avenir. Donc aujourd'hui, on a voulu recevoir avec nous Clément Renaud, qui est CEO et fondateur de Lovinvest, un entrepreneur qui, en venant des États-Unis, s'est dit, bon, il y a un petit souci, on peut améliorer certaines choses, on peut mieux investir dans certains produits. Aujourd'hui, il va nous parler de son parcours et aussi de comment bien investir. Bonjour Clément. Salut Gabriel. Salut. Alors, j'avais vu un petit peu sur ton passé quelque chose d'assez intéressant. Tu as un parcours un peu spécial. Tu es ingénieur en maths appliquées. Tu as travaillé dans l'aéronautique sur la conception, ou peut-être pas, des moteurs d'avion. Ouais, moi sur la R&D des méthodes de manufacturing, mais en gros, ouais. Un truc assez poussé, assez space limite. Puis tu es allé aux États-Unis. Ouais. Tu as fait Stanford, qui est un peu l'équivalent de Harvard, mais de l'autre côté de la West Coast. Et après, tu as fait la Silicon Valley, un truc qui fait rêver pas mal d'entrepreneurs, je pense, ici en France aussi, ou en Europe, partout dans le monde. Tu as fait Y Combinator, qui est, je pense, l'accélérateur le plus connu. Ouais, clairement, ouais. C'est le plus gros du monde, enfin, c'est le plus connu aussi. Et après ça, tu t'es dit, bon, tu as travaillé sur des startups à la Silicon Valley en plus. Après, bon, tu as fait un truc dans les navires bateaux, autonomes. Ouais. Les navires autonomes. Après, tu t'es dit, bon, je reviens en France et tu continues ton aventure entrepreneuriale. Donc, je pense au début, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les States? Parce que ça vend parfois beaucoup de rêves. Qu'est-ce que tu peux en dire un peu? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui t'a choqué, pas choqué? Ouais, écoute, bah, alors, en 2 mots, du coup, juste pour expliquer comment je me suis retrouvé là-bas, moi, j'ai toujours dit que j'avais 2 passions dans la vie. Ouais. C'est en gros l'aéronautique et la tech. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à bosser sur l'aéronautique en Angleterre, chez Rolls-Royce, sur les moteurs d'avion. Et rapidement, le truc dont je me suis rendu compte, c'est que l'aéronautique, c'est hyper intéressant, mais c'est très lent. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est normal d'ailleurs, c'est pour ça que c'est super safe de prendre l'avion, c'est parce que chaque nouveauté technologique a été testée, éprouvée, retestée, qualifiée, etc. Ce qui fait qu'on a très très peu d'accidents sur les avions, mais qui fait aussi que quand tu bosses dans l'aéronautique, en fait, ce sur quoi tu bosses, ça n'arrive pas sur le marché avant des années, voire des décennies. Et moi, en plus, j'étais sur une phase un peu type R&D, donc c'est vraiment très en amont même. Tu vois, moi, je travaillais sur des nouvelles manières de concevoir des pièces, enfin de créer des pièces pour les compresseurs de l'A380. Et donc, du Dans coup, longtemps, quoi. ouais, on était très loin de pouvoir faire quelque chose en production. D'accord. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, bah, mon autre passion, c'est la tech. Et pour le coup, la tech, ça va vachement plus vite. Ouais. Et donc, à ce moment-là, je décide de postuler pour aller faire mon master, effectivement, à Stanford, qui est vraiment un peu le centre du monde de la tech. Tu vois, vraiment, si tu veux aller faire de la tech, tu as peu d'endroits aussi bien que Stanford dans le monde pour aller en faire. Donc là-bas, j'y vais pour faire un master en machine learning. Et les États-Unis, en tout cas, ce que j'en ai vu, qui n'est pas tous les États-Unis, mais la brique Silicon Valley, en gros la zone entre San Francisco et San José, tu vois, à l'ouest de la baie de San Francisco, c'était une claque incroyable parce que tu vois, moi je sortais d'une école d'ingénieur en France, on avait un petit campus sympa, tu vois, on était à Marne-la-Vallée. Petit campus. Le campus, non, comparé les à- ponts. Ok. Le campus de l'école des ponts, c'était microscopique, tu vois, comparé à Stanford. On avait, et pourtant, déjà, à l'époque, on trouvait ça bien, tu vois. On avait 2 terrains de tennis Ouais. devant l'endroit, enfin, devant le bâtiment principal. Il y avait les résidences des premières années, les résidences des deuxième années. On avait, enfin, tu vois, on avait plusieurs bâtiments et tout.
Puis après, tu arrives à Stanford et là, tu dis, OK, non, mais c'est pas le même monde. Et pourtant, c'est assez petit, hein, Stanford. Il n'y a pas, par rapport à d'autres campus américains, j'entends, tu vois, où il y a plusieurs dizaines de milliers. Stanford, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 15 000 étudiants, un truc comme ça. Donc, c'est relativement petit pour les États-Unis. Et là, pour le coup, c'est la claque ultime parce qu'en fait, tu te rends compte que sky is the limit, tu peux absolument tout faire. Les gars, notamment les Américains, parce qu'en fait, eux sont plus directement dans cet état d'esprit. Enfin, nous, les Européens, en fait, on est arrivés, on était un peu petits bras, tu vois, on arrive, on se dit, oh ouais, sympa, Stanford et tout. Puis là, à côté, t'as les Américains, ils disent, moi, mais je lance une start-up en même temps. Là, en fait, pendant que toi, tu vas faire ton cours de je sais pas quoi, moi, je suis en train d'aller pitcher un VC. Tu fais, mais what? On est à l'université, où est-ce qu'on est, tu vois? Donc, très speed, du coup, pour quelqu'un qui voulait un peu de rapidité. Ouais, bah, génial. Plein de choses en même temps, du coup. Ouais, non, tout va super vite. Et donc, ça, c'était une expérience incroyable. Tu vois, on avait des profs exceptionnels. Mon prof de machine learning, c'était Andrew Wang, qui est un des pionniers, un des pères fondateurs, tu vois, du machine learning moderne. Donc, c'était la folie absolue. Tu vois, moi, j'avais pris des cours sur les neural networks, qui sont donc les réseaux neuronaux, qui sont en fait à la base, et tu vois, on faisait déjà des modèles de langage à l'époque. Hein. Donc, tu vois, tous les LLM dont on parle aujourd'hui, les ChatGPT et consorts. En 2015, j'avais des cours où en fait on apprenait la base de ces modèles-là. Alors, tu vois, 10 ans avant que ce soit vraiment mainstreamisé comme aujourd'hui. Donc, c'était vraiment incroyable. Donc, les États-Unis, leur expérience de fou. Ok. Donc, ok, bon, bah, claque monumentale, comme tu dis, quand tu arrives pour tes études. Tu savais que tu voulais faire un truc d'entrepreneuriat ou c'est justement, comme tu as dit, c'est les copains, il y en a plein qui veulent faire des trucs, qui veulent lancer des projets. On est encouragé à faire ça plutôt que d'aller trouver, entre guillemets, un emploi. Ou c'est parce que toi, tu voulais vraiment un truc à toi. Tu savais que tu allais faire dans la tech, donc tu es un peu dans le berceau. Ça se passe comment? Tu verras comment tu arrives chez YC aussi. Ouais. Bah alors, en gros, je sais pas si je savais tout de suite que je voulais faire une boîte, mais en fait, j'étais pas mal inspiré avant même d'arriver à Stanford par les essais de Paul Graham. Paul Graham, qui est le fondateur de YC, qui est du coup, comme on a dit déjà, l'accélérateur en gros un peu le plus connu du monde. Et donc, en ayant pas mal lu ses essais, j'avais quand même une vraie fibre sur l'entrepreneuriat. Après, de manière générale, ça m'avait toujours intéressé l'idée de créer des choses. Quand j'étais petit, je disais toujours à mes parents que je voulais être inventeur, quoi. Je voulais créer des choses. Mais moi, je pensais plutôt inventeur scientifique. Donc, tu vois, c'est assez marrant. Et en fin de compte, mon expérience à Rolls-Royce m'a montré que finalement, la recherche un peu longue, tu vois, le grind un peu ultime où tu passes 15 ans à dans la micro-niche. Ouais. En fait, je me suis dit, bon, peut-être pas. Tu vois, peut-être qu'il y a d'autres manières d'inventer. Tu peux inventer plutôt des produits plutôt que de la recherche pure. Bon, c'est plutôt vers là que je me suis retrouvé. Mais donc, pour en revenir par rapport à ça, non, je peux pas dire que je savais dès le début que j'allais créer une boîte, même si ça m'intéressait pas mal. Tu vois, j'avais participé à un hackathon. C'est super sympa. Tu vois, typiquement, tu me dis la claque avec les États-Unis. Je participe à un hackathon à Stanford. On était dans le stade de Stanford. Alors, un hackathon, vite fait, c'est en gros, on ramène plein de gens qui doivent coder. Ouais, c'est ça. Tu passes un week-end et tu as vaguement un sujet, mais qui est assez peu défini. Et tu es en groupe de 3-4 personnes et tu dois créer un produit et le montrer au bout de 2 jours, tu vois. Alors, je me demande pas ce qu'on avait fait, franchement, je m'en rappelle pas, mais c'était très sympa parce qu'on était avec 2 filles qui étaient en MBA et j'étais avec un copain à moi. Donc, on était 2 ingénieurs de MBA. D'accord. C'est assez cool. 2 business, 2... Ouais, 2 ingés. Donc, ça, c'était très, très sympa. Et si tu veux, le truc qui était ouf, c'est que le gars qui animait le hackathon, c'était Peter Thiel. Ah oui, ok. Toi, t'arrives comme ça, t'es le petit français, salut, moi je débarque et tout. Ça fait 3 mois que je suis à Stanford et t'es avec Peter Thiel, qui, pour ceux qui nous regardent, est une des personnalités les plus influentes de la tech américaine. Tu vois, c'est un des fondateurs de PayPal. Enfin, en fait, PayPal, parce qu'il y avait une migration, une fusion avec Exp de Elon Musk. Donc, tu avais eu les deux boîtes, c'était Peter Thiel PayPal et Musk X. Ensuite, il avait, c'était il y avait la mafia PayPal, enfin les fondateurs, les gros de PayPal sont devenus lui, les connus. Il avait investi dans Facebook, c'était un des premiers à avoir investi dans Facebook. Il avait ensuite participé au lancement de Palantir, qui est un giga succès. Aujourd'hui, là, avec les valos de Palantir, non, il est bien. Et il est bien. Il a créé Founders Fund. Non, il est bien. Il se met bien. Il a bien réussi. Alors après, il est aussi connu parce qu'il a été aussi considéré comme une des têtes un peu pensantes de la politique américaine et tu as notamment de la migration des gens de la tech américaine vers la droite un peu trumpiste. Ouais. Donc, il y a aussi pas mal de débats sur sa personnalité, mais en tout cas, c'est clairement un mec qui a influencé énormément la Silicon Valley. Et donc, voilà, donc tu te retrouves, tu es avec lui. Et autre truc très marrant, je prends un cours à l'époque qui s'appelait CS 183B, tu vois.
C'était donc CS pour Computer Computer Science. Science. Ouais, Computer Science 183B, How to Start a Startup, et le prof, c'était Sam Altman. Et donc, j'ai passé Ah oui, d'accord. Sam Altman, le fondateur de OpenAI. Donc en 2000, ça c'était quand? En 2014, alors je sais plus si je l'ai pris en 2014 ou début 2015, ce cours. Et il était prof. En fait, c'était pas vraiment qu'il était prof, C'était c'était un intervenant extérieur qui donnait ce cours-là. Parce qu'en fait, à l'époque, il était président de YC, justement. Et c'était en fait dans le cadre, le président de YC qui venait donner ce cours. D'accord. Mais le sujet, ça te pose un peu les bases. C'est qu'en fait, tu arrives et tu es entouré de Peter Thiel, Sam Altman, Andrew Wang. Enfin, tu es dans le. Alors, moi, par exemple, je pense comme beaucoup, le côté AI, on l'a connu il n'y a pas très longtemps. Hein, ChatGPT, ça date pas d'il y a 10 ans. Du coup, Sam Altman, est-ce qu'à l'époque, est-ce que c'est a posteriori, tu dis, en fait, mon cours, c'était le mec qui a fait, Anthony Vinet a fait OpenAI et ChatGPT, parce que c'est ce qu'on connaît le plus, qui est le plus tangible là aujourd'hui, tu vois, d'OpenAI. Est-ce que tu avais un truc, oh là là, waouh, à l'époque, ou c'est En fait, non, mais déjà. un intervenant, il était chez YC. Ouais, en fait, il était à la tête de YC, donc. il était quand même big parce quelqu'un. qu'il était à la tête de YC, tu vois. Donc, et en plus, il avait vendu sa boîte qui s'appelait Loop, si je dis pas de bêtises. Donc, mais en fait, à l'époque, il était infiniment moins successful que maintenant, tu vois. Président de YC, c'était cool, mais en 2014, déjà, YC, c'était vachement moins connu. Alors, à Stanford, on connaissait quasiment tous YC, Ici, mais c'était quand même beaucoup plus petit que ce que c'est aujourd'hui. Et en plus, à l'époque, d'être beaucoup plus petit que ce que c'est aujourd'hui, en fait, je sais même pas, tu vois, est-ce qu'en 2014, il avait déjà commencé OpenAI? C'est possible, tu vois. Peut-être que c'était le tout début, j'en sais rien, mais on n'en parlait pas. Enfin, en tout cas, c'était pas connu, quoi. Ok, c'est assez marrant quand même. Ouais, donc le voyage aux States, assez. Plus que voyage, parce que j'y ai passé 5 ans quand même, hein, donc c'est vraiment plutôt. J'ai vécu là-bas pendant assez longtemps. Et donc, ouais, pour revenir sur ta question, donc tout ça, évidemment, m'attire pas mal sur l'idée de créer une boîte. Mais à l'époque, je me dis, OK, tu sais quoi, tu viens d'arriver aux US, il y a quand même pas mal de codes que tu n'as pas encore. Et donc, dans un premier temps, plutôt que de créer ta boîte, tu vas rejoindre une startup early stage. Donc, j'ai rejoint une boîte qui venait de. Donc, early stage, ça veut dire tôt, quoi, une boîte assez récente. Et en l'occurrence, en fait, pour ceux qui nous écoutent, on qualifie les startups dites early stage comme celles qui sont avant la série B, généralement. Donc, en fait, tu as différentes phases de financement. Alors, tu peux aller même jusqu'au tour d'angel, donc les business angels. Après, tu as le pré-seed, seed. Les amis, Voilà, les amis. Les amis family, quoi. Voilà, les amis, les parents potentiellement, tu vois, mais ça reste très, très proche, cercle très proche. Ensuite, tu as le seed. Ouais, parfois, tu as même du pré-seed, mais bon, voilà, en gros, tu as globalement le seed, qui est là, en fait, le premier argent institutionnel où t'as pas grand-chose. C'est un peu en mode, salut, je suis pas idiot, voilà mon idée, je vais l'essayer. Alors justement, c'est en fait la graine. Enfin, seed, en anglais, on est une graine, quoi. C'est ça, exactement. Dis-toi, c'est les mecs, voilà, ils mettent le premier arrosoir d'eau sur ta petite graine en se disant, voilà, peut-être que cette graine-là, elle va faire un truc. Et une fois que ça commence à marcher un peu, alors à l'époque, parce que tu vois, maintenant, ça a pas mal changé, mais à l'époque, les milestones, donc les objectifs à atteindre pour faire une série A, c'était globalement ce qu'on appelait 1 million d'ARR, donc 1 million de revenus récurrents annuels. Je pense que maintenant, c'est plus assez pour lever une série A, en tout cas pour lever une belle série A. Non, je pense que ça a pas mal évolué ça, mais en tout cas, à l'époque, tu vois, c'était le truc standard et tu avais plein de règles, en fait, c'est vraiment hyper normé. Le site, tu arrives à 1 million d'ARR, tu fais ta série A. Quand tu fais ta série A, normalement, tu es censé faire le T2D3, donc tu dois tripler ton revenu pendant 2 années consécutives, donc tu vas passer de 1 à 3 à 9, et ensuite faire x2 pendant 3 ans consécutifs. Donc tu fais 1, 3, 9, 18, 36, 72. Et en fait, ça t'arrive à peu près à 100 millions d'ARR. Et 100 millions d'ARR, pourquoi 100 millions d'ARR? Parce que 100 millions d'ARR, à l'époque, ça veut dire que tu étais une licorne, à peu de choses près. Donc, tu valais 1 milliard de dollars. Et donc, c'était hyper normé. Tu vois. Et donc, moi, je rejoins une boîte qui venait de lever une série A. Mais vraiment, elle venait de lever la série A. Et donc, c'était encore considéré comme du early stage. Donc, je ne saurais même plus te dire combien elle faisait de chiffre d'affaires à l'époque, mais ça devait être 1 million et quelques, tu vois, un truc comme ça. Ouais, ok. Et en plus, les fondateurs étaient très forts. Donc, peut-être qu'ils avaient même un peu moins d'1 million, mais que, tu vois, c'est toujours pareil. En fait, ces objectifs, ils dépendent énormément. Si jamais tu n'as pas 1 million d'ARR, mais que tes fondateurs sont particulièrement bons, tu peux lever avec 200 000 euros d'ARR, etc. Mais ça dépend. Et donc voilà, donc je rejoins cette boîte qui faisait de l'analyse de réseau, donc un truc assez deep où on regardait en fait les performances des réseaux informatiques. J'y reste à peu près 1 an et demi, un peu moins d'1 an et demi. Je pars dans une autre boîte encore plus early stage. Je me dis, OK, j'ai envie d'aller découvrir du early stage encore plus early. Donc, je vais rejoindre une boîte qui venait de finir Y Combinator et qui avait levé pas mal d'argent.
en seed, du coup, en seed round. Donc, tu vois, j'étais redescendu d'un cran par rapport au niveau de. Ça fait une boîte, maturité. pas mature, mais early stage, mais côté vers la fin, là, qui fait potentiellement 1 million d'euros de revenus. Ouais, c'est tout, c'est le début. 1 million de revenus, c'est vraiment encore le tout début. C'est le tout début de l'aventure. Mais il y a un produit déjà. D'ici. Ok, ensuite, tu passes au créneau, au cran un peu plus tôt à la vie d'une boîte. Où il n'y a pas de produit, en fait. Disons, le produit est même. On a des idées vagues de produits, mais t'as pas, t'as pas un truc finalisé, officiel, que tu peux vendre et tout, voilà. Où il y a presque rien à faire, quoi. Ouais. Okay. Donc là, je fais ça, et donc ça faisait des camions autonomes. Et en fait, rapidement, je me dis, ok, bon, pour plein de raisons sur lesquelles on ne reviendra pas nécessairement en détail, mais le je suis pas sûr que cette boîte soit faite pour moi. Et par contre, le créneau de l'autonomie, trop bien. Et donc, je fais une boîte qui fait des navires autonomes avec 2 Français à San Francisco. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on laisse. Des navires, genre des barques ou genre des navires, des trucs qui font du transport, de marchandises. Transport de marchandises, transport des trucs, quoi. En fait, si nous, on était sur des bateaux, si je te dis pas de bêtises, qu'on appelait des 18 000 TEU. Donc, en fait, des 18 000 TEU, c'est des bateaux qui portent 18 000 conteneurs. Donc, c'est genre un gigantesque. 18 000 conteneurs. Ouais. Alors, ça pèse. Ouais, c'est énorme. C'est monumental. C'est c'est parmi les plus gros bateaux du monde, quoi. C'est vraiment les porte-conteneurs les plus grands que tu puisses imaginer. Et donc, l'idée, c'était de se dire qu'on allait permettre à ces bateaux de piloter en autonomie. Parce qu'en fait, il faut imaginer que le trajet d'un bateau, c'est un peu chiant à mourir. Parce qu'en gros, tu traverses le Pacifique, ça prend plusieurs jours. Et en fait, évidemment, tu dois éviter les orages, tu dois éviter les tempêtes, etc. Tu dois évidemment éviter de t'échouer comme un con sur l'île que tu n'avais pas vue, tu vois. Sachant que les accidents qui se passent, c'est toujours ça. C'est le gars qui s'est endormi ou qui pensait que c'était clean. Et tu tapes une île. Ça arrive, Titanic, quoi. Alors, ouais, ça arrive régulièrement, malheureusement. T'en as, tous les ans, t'as des mecs qui se tapent et tu sais même pas comment c'est possible, quoi. Les gars, juste, tu vois les photos, t'as un bateau qui est genre au milieu de l'océan. Il y a un atoll isolé en plus qui est normalement connu parce que souvent on découvre plus les îles. Il y a déjà eu tellement de chemins qu'on les connaît. Bah, tu vois, avec les satellites, on sait parfaitement, tu vois. Mais les gars se tapent une île et te font, mais comment c'est possible? Le gars qui a fait ça, il était bourré, c'est pas possible, il se moque du monde. Bref. Tout possible. Si ça arrive, ça arrive. Tu pourrais regarder, j'avais écrit des articles sur Medium, qui est un truc de blogging où tu pourrais voir, où je décrypte un peu des accidents. Bref, donc, l'idée c'est de faire ça de manière autonome. Et c'était l'époque 2017 où on pensait que l'autonomie était en face de nous. Tu vois, on se disait, ouais, en 2019, en 2020, c'est sûr qu'il y aura des voitures autonomes partout. Ouais, j'attends toujours la voiture Apple. Hein. Ça y est, c'est en train d'arriver là. Alors, pas Apple, mais Waymo, là, je sais pas si t'as vu, mais Waymo a sorti des stats il y a 2 jours sur les niveaux d'accidents qu'ils ont sur leur voiture. C'est hallucinant. Ils réduisent de plus de 10, ils divisent par 10, plus de 10 les accidents. Par rapport aux accidents de conducteurs humains? De conducteurs humains. C'est un truc de malade. Ouais, c'est en train. Bah là, en fait, je pense qu'on est vraiment pour le coup, là, fin 2025, en 2026, sur le point d'avoir vraiment une adoption massive. Alors, aux États-Unis, parce que malheureusement, en Europe. Eux, ils sont pas ici, hein, à ma connaissance. Je sais que là-bas, ils ont même les livraisons par drone Amazon dans certains endroits. Ouais, alors ça, je crois que c'est quand même assez peu répandu. Hein, mais imagine que ça va s'adopter là-bas pour les voitures. Pour les voitures autonomes, ça c'est carrément en train de s'adopter, parce que là, ils déploient dans des villes, ils ouvrent des villes à vitesse grand V, la Waymo en ce moment. Donc, Waymo, c'est la brique autonomie de Google. Mais en France, malheureusement, on est un peu rétrograde. Ça me déprime un peu. Mais tu sais, on a le fameux principe de précaution. Et c'est ce que j'ai, c'est rigolo parce que j'en parlais avec Romain Lannéry, je sais pas si tu vois qui c'est, un YouTuber, hier, tu vois d'ailleurs. Et je lui disais qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que presque le principe de précaution va nous aider parce que on inscrit dans la Constitution un principe de précaution, mais le jour où du coup je te démontre que laisser des conducteurs humains, c'est 10 fois plus dangereux que les C'est énorme quand même comme stat. C'est pas étonnant. Les conducteurs humains, ils regardent leur téléphone, ils sont fatigués, ils ont picolé, ils ont fumé. Enfin, là, t'as des cas de fou. On se surestime toujours. J'avais vu ça, je sais plus qui en parlait, mais qu'en fait, on a toujours tendance à. C'est quoi 80% des gens s'estiment au-dessus de la moyenne en tant que conducteur, comme meilleur conducteur. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que tu peux pas avoir 80% de gens qui sont au-dessus de... au-dessus de la moyenne, à la rigueur, tu pourrais, mais au-dessus de la médiane. Il faudrait avoir une extrême... Voilà, c'est ça. Mais du coup, tu vas au-dessus de la médiane sur que non, mais et puis t'as pas que ça. Tu as aussi toutes les stats là sur le nombre de gens qui pensent pouvoir faire atterrir un avion. Tu sais, un droit, tu as. Ah oui, ça. Un homme sur 2 pensait de réussir à faire atterrir un avion de ligne. Tu as laissé, mais les gars, je suis coupable. Tu te sens coupable, tu dirais oui?
quand j'étais un peu plus jeune, ouais, alors c'est pas du tout la même chose, mais on faisait beaucoup d'avions télécommandés, ces trucs à essence, des trucs qui font comme une fusée. Mais enfin, je connais un peu les principes, on va dire. Mais à la rigueur, je pense que c'est faux. Hein. Je pense que je pourrais jamais. Enfin, je me dis, voilà. Non, mais les Bien il faut le faire. Peut-être que j'y arrive, tu vois. Je le descends petit à petit. Je lève un peu la pointe avant. Je sais pas. mais le fait que t'aies piloté des avions radiocommandés, déjà, à la base, ça te qualifie un peu, tu vois. Après, je pense que tu arrives dans le cockpit d'un A300. Je sais même pas comment ça marche. C'est quoi ces boutons, qu'est-ce qui se passe et tout. Au-delà du concept aérodynamique, je pense que c'est là où tu galères. Mais bref, mais donc ouais, on se surestime un peu tout, c'est sûr. Et donc ouais, non, mais ça va nous arriver. Donc tu vois, comme je dis sur le principe de précaution, bah, une fois que tu es capable de démontrer que c'est 10 fois plus dangereux de laisser les humains conduire, le principe de précaution de la Constitution doit s'activer. Oblige, en fait. Bah ouais, tu dois dire, bah non, en fait, désolé, mais. Ou alors, bien, et moi, d'ailleurs, je pense que c'est ce qui va se produire. Alors, on peut le déplorer, j'en sais rien. Mais je pense qu'un jour, tu auras le droit de conduire que sur des circuits privés, tu vois. Ouais, tu veux t'amuser à conduire ta voiture, bah pas de problème, mec, mais pas sur les routes. Tu penses c'est on sûr. va faire ça, genre? Bah, c'est obligatoire. Parce que, ouais, le truc, c'est qu'en plus, il faut imaginer que les voitures, elles sont d'autant plus safe qu'elles sont toutes pilotées automatiquement. Parce qu'en gros, imagine. Ouais, plus il y en a qui conduisent, enfin, plus il y a de voitures autonomes, plus en fait elles peuvent se gérer sans avoir l'aléa de voiture de Tu l'humain. vas faire des conneries en fait. C'est-à-dire que si elles savent comment les voitures autonomes réagissent, bah, et tu vois, tu pourrais même imaginer un monde dans lequel bah, tu n'as plus de clignotants, tu n'as plus de lumière de frein. Parce que la voiture, elle émet l'action. Ouais, la voiture, elle émet une position, elle dit salut, moi je suis voiture truc, je vais freiner. Et derrière, tu pourrais imaginer un truc. Attention, dans une demi-seconde, je vais freiner. Toutes les voitures autour le savent, elles disent ok, machin va freiner, je recalcule instantanément. Donc si lui va freiner, moi je vais commencer à lâcher l'accélérateur dès maintenant. Bah, tu vois, et tu peux imaginer un truc de fou où tu n'as plus de bouchons en fait. Ah, c'est vrai que ça, c'est peut-être l'argument qui va faire convertir les gens. Bah oui. Parce que la précaution, vous savez pas conduire. Ouais, non, mais attends, tu sais, il y a une expérience japonaise qui avait été faite où les mecs, ils ont mis des voitures sur un cercle comme ça, là, une route, en gros, une sorte de grande route en cercle. Mais vraiment le truc de débile. Hein. Donc, il y a pas un truc de NASCAR, quoi. Ouais, mais même, non, beaucoup plus petit que ça, genre, je sais pas, un cercle de diamètre peut-être de 300 mètres. Donc, vraiment un cercle, tu peux voir le cercle complet. Et ils font rouler des mecs, enfin, des mecs et des femmes, j'en sais rien, des personnes. Ils les font rouler en rond. Ouais. Avec rien. Genre pas un feu rouge, pas un piéton, enfin aucune perturbation. Aucun obstacle. Et donc ils les commencent et leur disent bon bah suivez-vous. Donc au début les mecs commencent à conduire, donc ils se suivent et tout. Puis tout à coup il y a, je sais pas, un gars qui freine un peu brusquement. Puis le mec derrière freine brusquement. Et en fait tout à coup tu as des bouchons qui se créent sur une route sur laquelle où il y a absolument aucun feu rouge. Et ça c'est un problème assez classique. Je me rappelle ce qu'on avait fait au pont en première année d'école. C'était un problème mathématique qui se modélise sur comment les bouchons se forment en fait, et ils se forment par pur aléa de l'humain qui fait des conneries. En fait, il y a un gars un peu distrait, il pile, le mec derrière, il contre-pile. Et en fait, les bouchons se créent sans aucune raison dans pas mal de cas. Ok. Alors, je pense qu'ici, tu vois, en France, en Europe, je pense que ça irait. Moi qui reste en voyage, j'avais pas longtemps au Liban, je pense que là-bas, c'est un peu différent. Là-bas, c'est les panneaux, les signalisations. La règle là-bas qui régit, c'est j'ai raison. C'est ça la règle. Ouais, où j'ai pas peur, quoi, j'y vais. Bah, même si j'ai peur, je sais que j'ai raison. Donc, j'y vais quand même. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai qu'ici, est-ce que ce serait pas aussi peut-être, tu vois, il y a des routes spéciales qui seraient pour les voitures autonomes, puis des on verra. Des routes pour les mecs de. Bah, je sais pas pour l'instant. Pour l'instant, aux US, c'est fait de manière hybride, c'est-à-dire que les routes, tu as notamment dans les villes dans lesquelles ça existe, ouais, c'est partagé. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'il y avait un mec qui écrivait en disant, en fait, on a réduit en divisant par 10 les accidents sur les voitures autonomes, mais si seulement il n'y avait pas eu d'humains, on aurait divisé par 100, tu vois. Parce qu'en fait, les erreurs qui se sont produites, en grande partie, c'est la voiture qui se tape un gars qui fait un truc complètement aléatoire, et la voiture autour qui dit what the hell, qu'est-ce qui se passe, genre que fait cette personne, et qui finalement a un accident. Donc en fait tu pourrais, c'est le what the fuck, quoi. Ouais, mais tu pourrais avoir vraiment peut-être divisé par 100, donc ça c'est sûr que c'est big. Donc en tout cas voilà, pardon, on a un peu digressé, mais les neighbors. Ok, donc c'est quand même assez intéressant. Parce que moi, j'ai dit la voiture Apple parce que voilà, comme tu as dit, tu vois, 2017, 2018, on se disait tous, bon, la voiture Apple, ça a l'air bien à la boire. Mais ouais, c'est pas que Apple qui en fait les voitures autonomes. Je pense que, alors je sais pas, j'ai pas, c'est pas un truc que je connais, mais je me dis que
les voitures autonomes chinoises, sûrement, ils ont un truc aussi, parce qu'ils ont toujours l'air un peu. Ouais, ils sont forts. Bah, Ils ont l'air assez futuristique dans ce qu'ils font. Enfin, ils ont l'air avancés, quoi, Ouais. sur toutes ces problématiques. Puis, ouais, les voitures BYD. Bah, en fait, parmi les meilleurs, tu as clairement Google avec Waymo. Tu as évidemment Tesla, super fort. Hein, tu vois, leur dernière version de software, elle est hyper forte en conduite autonome. Et tu as effectivement les Chinois, genre BYD. Mais ça, j'avais vu une démo qu'ils avaient faite il n'y a pas si longtemps. Mais je saurais pas te dire exactement ce que ça vaut. Parce que c'est un peu le problème quand même de la Chine, c'est que les informations sont un peu au compte-gouttes. Et peut-être qu'en fait, peut-être qu'en fait, ils sont largement mieux qu'on pense. Potentiellement choisis. Hein. Ouais, bah, du coup, voilà, moi, je sais pas trop, mais je pense que les gars de l'industrie maintenant savent parfaitement où en sont les constructeurs chinois. Ok. On va essayer un peu de recadrer. Je pense qu'on peut aller très très loin sur ces sujets-là. Ça a l'air intéressant. En plus, avec un ingé, je pense que tu te connais. On pourra peut-être faire à l'occasion d'une autre fois. Mais... Donc, tu travailles, tu montes sur une boîte pour des navires autonomes. Ouais. Ça s'est bien passé. Tu as vendu ça. Est-ce que tu t'es fait du Est-ce que tu t'es fait du bif et tu te dis, vas-y, c'est bon. J'ai de l'argent, je suis tranquille. Je peux revenir maintenant en France, voir qu'est-ce que je vais faire. Ce vieux continent. Ok, pas du tout. Ouais, non, pas du tout. En fait, non. Bah, en gros, tu sais, les startups, l'immense majorité des startups, elles fail. Et je sais plus quelle est la stat, mais je sais pas, c'est plus de 90%. Je fais, c'est peut-être même jusqu'à 99%. La plupart des startups, juste, ça marche pas, quoi. Donc, t'essayes et puis ça marche pas. Donc là, c'était le cas, en l'occurrence, sur cette boîte-là. Donc, on avait levé de l'argent. Donc, j'ai eu un salaire, mais un salaire qui était assez faible, tu vois, qui était, par exemple, largement inférieur à ce que je gagnais dans ma startup, enfin, dans les startups dans lesquelles je bossais avant en tant que salarié. Donc, on avait un salaire qui nous permettait de vivre, quoi. Donc, je vivais correctement. Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, c'est pas le cas. Mais non, j'ai pas gagné d'argent. Personne n'a gagné d'argent sur ce. Au contraire, même nos investisseurs ont perdu de l'argent. Donc voilà. Donc non, je suis pas rentré en me disant c'est bon, j'ai vendu ma boîte et tout se passe bien. Donc je suis rentré en France en 2019. J'ai été freelance en 2020 pendant à peu près 1 an et demi pour le gouvernement sur beta.gouv, qui est en fait le programme on va dire, d'innovation numérique, ce qu'on appelle les startups d'État. Alors moi, je suis pas très fan de ce nom, parce que je trouve qu'il manque à beta.gouv un élément crucial des startups d'État, qui est de se confronter au marché. Alors parce qu'on se confronte, mais on se confronte à un marché qui est un peu qui est un marché qui est assez fermé, quoi. Ouais, c'est ça. Que l'État. Du coup, c'est des startups qui sont que pour servir, qui font des produits ou qui développent des services. En fait, l'idée, c'est d'améliorer les services de l'État. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas pour le gouvernement. C'est fait par le gouvernement, mais c'est pour les usagers. C'est-à-dire qu'en fait, là, par exemple, il y a un truc assez connu qui s'appelle Dossier Facile, qui vise à simplifier les dossiers pour les locataires. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, voilà, l'État a un ensemble de missions qu'il se donne. Alors, on peut débattre. Tu vois, moi, c'est un des sujets. Je pense que l'État se donne trop de missions aujourd'hui en France, mais ça, c'est un sujet un peu plus vaste. Mais au moins, en tout cas, et moi j'aimais bien cette idée-là, c'est de se dire, l'État se donne des missions. Pas mal de ces missions sont remplies, on va dire, de manière un peu décevante pour les utilisateurs et les usagers. Et donc, l'idée des startups d'État, c'est comment est-ce que la tech, les outils numériques, permettent de faire des services meilleurs pour finalement les gens, pour les citoyens, exactement. Et donc ça, cette idée-là, elle est vachement intéressante. Du coup, genre, par exemple, l'espèce de le France Connect ou le truc d'ID, parce que j'ai eu ça, là, je crois, l'année dernière, où je devais prouver, entre guillemets, ton identité et tu pouvais tout faire avec une appli. Ça, c'est ce genre de truc. Alors, c'est ce genre de truc. Ouais, alors, France Connect, c'est une très bonne question. Je suis pas sûr que ce soit chez Beta, mais c'est le même genre d'idée. Un exemple. Ouais, ok. C'est le même genre d'idée. Exactement. Tu es revenu en France, tu taffes sur des startups ou des services pour l'amélioration des services de l'État. Je pense qu'il y a un truc qui t'a fait dire, bon, faut qu'on fasse quelque chose. Tu veux monter ta boîte en France. Comment tu t'es dit, je vais faire dans l'investissement? Pourquoi l'investissement? Pourquoi aider? Parce que c'était quoi un peu la problématique? Est-ce que c'est un truc que tu avais vu peut-être aux States et tu t'es dit, bon, ici, on le fait trop de travers, donc on va essayer de changer un peu la donne. Comment j'en suis venu là, quoi. Comment t'es arrivé à Écoute, ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que tout paraît peut-être un peu random quand j'en parle comme ça sur le parcours. En fait, je voulais lancer une boîte effectivement avec mon associé Théophile, qui est un de mes amis d'école.
Et lui était gérant de fonds. Donc en fait, il était vraiment dans la finance classique, quoi. Il gérait un fonds de crédit structuré chez AXA Investment Managers. Et moi, je venais clairement du monde de la tech. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Finance plus tech, ça fait fintech, quoi. Tu vois, il y a un peu basique. Voilà, on n'est pas allé très très loin sur le sujet. Et donc, du coup, à ce moment-là, on se dit, OK, bon, maintenant, fintech, si tu veux, c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a tout. Et donc, du coup, là, on creuse un peu. Et moi, il se trouve que c'est vrai que j'avais toujours bien aimé l'idée de l'investissement immobilier parce que j'avais investi quand j'étais aux États-Unis. En fait, dès que j'ai eu mon premier boulot, j'ai acheté 2 appartes avec des emprunts en France, des appartes en France, ouais. Et j'ai toujours trouvé ça assez sympa, l'investissement immobilier pour l'effet de levier que je trouve pertinent. Et donc, à ce moment-là, et Théophile, lui, à l'inverse, c'est assez rigolo, n'avait jamais voulu investir en immobilier. Alors qu'il avait un super salaire, il avait un taf de fou et tout en France. Et je lui disais depuis 4 ans, je disais, mais investis en immobilier, quoi. T'as un CDI en France avec un super salaire, les banques vont te prêter comme ça, il faut absolument que tu bénéficies de ta capacité Quand les d'emprunt. taux étaient genre autour de zéro. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'empruntais un peu plus que j'étais aux US, mais tu vois, il aurait pu, lui, avec un CDI français en empruntant en France, il aurait pu emprunter à moins de 1%, tu vois. Ouais. Il fallait évidemment le faire, enfin bon, à mon sens. Et donc, du coup, en parlant de tout ça, il me dit, ouais, mais moi, ça me saoule, la gestion de locataire, j'ai pas envie de faire ça, c'est pas ce qui m'intéresse et tout. Et donc, on se rend compte qu'il y a effectivement peut-être un trou dans la raquette pour les gens qui, finalement, un peu comme lui, ont pas envie de s'embêter, quoi. Et donc, à ce moment-là, on regarde les différentes solutions possibles pour investir sans se prendre la tête sur l'immobilier en France. On découvre les SCPI, qui sont donc des sociétés civiles de placement immobilier, qui sont en fait des fonds dans lesquels, en tant qu'investisseur, toi, tu mets de l'argent, tu deviens associé de la société civile de placement immobilier et tu reçois au prorata des loyers basés sur ton nombre de parts, quoi. Donc, plus tu as de parts, plus tu reçois une part importante des loyers. L'intérêt, c'est un dividende, quoi. Mais en fait, c'est avec exactement. Il y a un patrimoine immobilier, exclusivement un patrimoine immobilier. Ouais, c'est exactement ça. De toute façon, tu connais bien parce que tu bossais un peu dans la gestion immobilière, hein, je crois. Donc, tu connais bien ce genre de sujet. Mais donc, voilà, c'est vraiment, comme tu dis, c'est un peu comme une action à dividende. Et tu as le patrimoine immobilier, donc tu es à la fois propriétaire parce que tu es associé de la société qui les détient, et du coup, tu bénéficies de ces dividendes de loyer. En découvrant les SCPI, on se dit, OK, il y a un problème, à notre sens, sur la SCPI, c'est le mode de distribution de ce produit, qui est très bien pour les gens qui connaissent rien et qui veulent en fait un accompagnement un peu all-inclusive, où je vais voir un conseiller en gestion de patrimoine, je lui dis, écoute, moi je connais rien, aide-moi. Et donc, au sein de ton patrimoine, cette personne peut te recommander d'investir en partie en SCPI, mais pour ce que j'appellerais un peu le self-service, ou pour les gens qui sont un peu plus débrouillards, qui connaissent le produit, il n'y avait pas de solution. Et moi, je venais des US, tu vois, et j'avais vu l'explosion de Robinhood. À l'époque, Robinhood, vraiment, c'est la boîte, tout le monde en parlait aux US. C'est le broker, c'est le néo-broker. C'est le Trade Republic américain, américain en fait, qui a commencé d'ailleurs cette vague exactement, de démocratisation d'investir dans la bourse, quoi. Exactement. Alors en fait, les Américains investissaient déjà pas mal dans la bourse. Notamment, tu avais un broker qui s'appelait Charles Schwab, qui était un peu l'historique un peu classique. Mais ouais, en fait, Robinhood, qui a, en fait, je pense, inspiré Trade Republic. Alors, je n'ai pas exactement l'origine de Trade Republic, mais je pense que ça a été quand même assez fortement inspiré par Robinhood aux US. Et donc, moi, voyant ça, je me dis, mais attends, donc les gars, en fait, qui savent qu'ils veulent investir dans la SCPI A, ils sont obligés d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine, parce que j'avais fait l'expérience de dire à quelqu'un, je veux investir dans la SCPIA. Il m'envoie un PDF de 12 pages pour faire un bilan patrimonial et me demander les revenus de mes grands-parents, machin. Et je dis, mais non, mais attends, moi, je veux investir dans la SCPIA. Ah, je la connais, en fait, je me suis renseigné. Et donc, je découvre que c'est pas possible. Et puis, à la fin du parcours, je dis au conseiller, je dis, mais du coup, je vous dois combien? Parce que là, on a fait un rendez-vous d'1 heure, vous m'avez fait une recommandation. Enfin, non, mais c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Genre, c'est pas Oui, c'est gratuit. Ouais, c'est rigole, c'est pas gratuit. C'est compliqué d'être gratuit. Et donc, je creuse un peu, je dis, non, mais sans rire. Non, mais en fait, quand tu investis, moi, je suis payé par une rétrocession du fonds. Donc là, je dis, ah, OK. Et combien? 7%. 7%? Alors que tu m'as gavé avec ton PDF que je voulais pas remplir et que moi, je suis arrivé, je t'ai dit, je veux investir dans la SCPI A, et tu es en train de me dire que non seulement tu m'as saoulé, et en plus, tu vas prendre 7%. Donc là, tu vois, je me dis, mais c'est quand même vraiment... aussi le sujet de conflit d'intérêt. Enfin, c'est un sujet que j'ai déjà vu, qu'on en parle, que le CGP... Alors, il y en a qui disent les CGP, c'est pas bien. Il y en a qui disent c'est bien. Je pense que c'est toujours un peu nuancé. Ah non, mais c'est nuancé, c'est très bien les CGP pour certains. En fait, moi, je pense que et d'ailleurs, bon, ça, c'est un truc qui nous a pas mal suivi. Les CGP, c'est génial. Il y a une clientèle pour les CGP, c'est les gens
qui, en fait, considèrent qu'ils n'ont pas envie de s'embêter à passer du temps et de l'énergie à comprendre tout le sujet des finances. Et donc, pour ces gens-là, un CGP, c'est parfait. C'est quelqu'un qui va les aider. C'est un tuteur, c'est quelqu'un qui va te... Mais à l'inverse, tu as des gens qui sont hyper forts, qui ont envie de faire... Tu vois, moi, en plus, tu l'as peut-être un peu compris, mais moi, je suis un peu du genre, si je veux comprendre un truc, je vais me faire un fichier Excel, je vais modéliser le truc, je vais calculer, je vais regarder les frais, etc. Ingénieur maths, c'est parti, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, et même, en fait, j'ai envie de te dire, même si un CGP me faisait une simulation, la vérité, c'est que je la referais derrière, tu vois. Non pas que je lui fais pas confiance, mais je lui fais pas confiance. non, mais tiens, il y a un truc que j'aurais envie de comprendre, en tout cas. Bref, et donc, du coup, là, je me dis, mais attends, quand même, tout est en papier dans ce qu'il m'a fait faire. Je paye un montant quand même assez élevé parce qu'in fine, il a beau me dire que c'est gratuit et que c'est inclus et tout. La vérité, c'est que si lui touche 7%, c'est que moi, je les touche pas, quoi. Donc, on creuse un peu et on découvre qu'il existe un format créé par une directive européenne qui s'appelle MiFID II, qui est une directive dont, alors tu vois, là, je t'avoue que je saurais même plus te donner exactement l'acronyme, mais qui est en gros autour de la transparence des services financiers et qui force les intermédiaires comme les constitutions de patrimoine à non seulement dire combien ils sont payés, mais créer aussi un autre statut qui s'appelle conseiller indépendant au sens de MiFID II, qui ne t'autorise pas à toucher des rétrocessions. C'est-à-dire que l'idée, l'idée n'est pas totalement absurde. Alors, il y a des raisons pour lesquelles je pense que faut pas non plus être extrémiste sur ce sujet, mais en tout cas, l'idée du régulateur, c'est de se dire, si tu es payé par le fonds que tu me recommandes, est-ce que ton conseil, il est vraiment neutre ? Impartial. Ce que je comprends comme question. Et donc, l'idée du conseiller indépendant, c'est de dire, dans ce cas-là, tu retires de l'équation ce risque. Tu dis, moi, je n'ai pas le droit de toucher, ou en tout cas, si j'en touche, je te le rends à 100%. Et par contre, toi, tu vas me payer un honoraire de conseil. Donc, ce qui est comme, tu vois, chez McKinsey va pas te dire, ah non, mais t'inquiète, c'est le mec de chez qui je te recommande d'acheter comme produit logiciel qui va me payer, tu vois. Et d'ailleurs, sinon, si McKinsey te disait ça, tu dirais, non, mais attends, du coup, ta recommandation, elle vaut rien. Elle vaut que dalle. Voilà, bon bref. Et donc on découvre ça, on se dit, ok, donc il y a un mode où tu as le droit de garder et il y a un mode où tu es obligé de rendre. Nous, on va faire un mode hybride où on rend la moitié. Donc en fait, on se met un peu au milieu de ces deux trucs-là et on va proposer une plateforme en ligne où on va rendre une partie de ce qu'on gagne par rétrocommission. Ok, c'est donc grosso modo je t'ai dit donc le produit immobilier, comment faire pour investir dans l'immobilier, mais en n'ayant pas trop le tracas de il y a la fuite d'eau, si c'est du meublé, la machine à laver marche plus, j'en sais trop quoi. Ouais, tout ce qui fait peur aux gens, en fait. Alors, par exemple, il y a aussi le crowdfunding immobilier aussi, aujourd'hui. Du coup, à l'époque, tu vois, pourquoi SCPI pas plutôt du crowdfunding, par exemple, ou est-ce que c'est kiff-kiff, faut mettre un peu là, ou c'est plus parce que c'était un truc qui t'intéressait. Enfin, la SCPI, ça avait l'air un peu plus direct et plus c'est plus rapide d'accès, quoi. Alors, je sais pas si c'est plus rapide d'accès, mais en fait, il faut quand même distinguer, et ça c'est important pour les auditeurs, c'est quand même deux produits totalement différents. Dans le cadre de la SCPI, pour employer des termes un peu anglais, malheureusement, je suis désolé, je ne saurais pas comment le dire en français, tu investis dans l'equity. Tu investis vraiment dans l'immeuble. C'est-à-dire que tu achètes l'immeuble. La SCPI, elle détient des immeubles ou des appartements, mais des biens réels. Elle les détient. En equity, donc tu vois, c'est vraiment, elle les possède. À l'inverse, le crowdfunding, c'est de la dette. Et la dette, c'est pas du tout comme de l'equity. Quand tu investis dans du crowdfunding, tu donnes de l'argent à quelqu'un qui lève de la dette et qui te dit en contrepartie que tu me prêtes de l'argent, je vais te donner un taux d'intérêt. Et donc, tu prends pas le même risque parce qu'en fait, quand tu investis dans une SCPI, tu prends le risque que l'immeuble qui a été acheté vale moins cher demain. Et ça s'est vu, c'est normal. L'immobilier n'est pas un fleuve tranquille. Il y a eu carrément des baisses immobilières. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais au fond, tu détiens un immeuble. Et la valeur de cet immeuble, elle peut monter, elle peut baisser. Mais au fond, il appartient à la SCPI. Quand tu détiens de la dette, tu as une personne qui a un projet, mais toi, tu ne détiens pas l'immeuble sous-jacent. Tu as un engagement du porteur de projet de te rembourser. Alors, dans certains cas, tu peux ajouter des garanties. Tu peux ajouter des hypothèques de premier rang, des choses comme ça. Tu peux ajouter un ensemble de choses, mais au fond du fond, toi, ce que tu détiens, c'est un titre obligataire de dette
que le porteur de projet t'a émis. Et donc, c'est quand même foncièrement différent. Donc, le crowdfunding a aussi connu quelques déboires récemment, mais c'est pas du tout la même bête que ce que nous on fait. Et c'est vrai que le crowdfunding m'intéressait un peu moins. Alors déjà, parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui le faisaient déjà. Donc, en fin de compte, on n'innovait pas des masses. Ils font pas d'equity aussi, peut-être. C'est très rare. Donc, du crowd equity, t'en as un petit peu. D'ailleurs, tu vois, ça s'appelle généralement du crowd equity. Il y en a un petit peu. Ça existe, par exemple, sur les levées de fonds. Je me demande s'il y en a pas sur des choses sur les énergies renouvelables. Je connais pas très bien ce secteur-là, hein, donc j'ai pas envie de dire de grosses conneries par rapport à ça. Je sais qu'il y en a un petit peu, et j'avais lu des stats sur justement le monde globalement du crowdfunding. Je crois que la partie crowd equity, c'était quand même très minoritaire, peut-être genre de l'ordre de 10 ou 15% du montant global levé en crowdfunding. Donc c'est quand même très minoritaire. Et d'ailleurs, on pourrait y revenir parce qu'en fait, on a effectivement fait un jour une tentative de crowd equity sur un produit qui s'appelait Meute, où on proposait aux gens d'investir dans des biens unitaires, mais qu'on a fermé depuis, on a remboursé tout le monde. Personne n'a perdu d'argent sur ce sujet. Je vais passer Meute d'ailleurs. Ouais, Meute, c'était une idée un peu intéressante sur du crowd equity, de se dire, en fait, on va faire un peu une sorte de micro SCPI. Alors, c'était une autre boîte qu'on a lancée qui faisait ça. Mais du coup, mais ça, on a remboursé tout le monde parce qu'en fait, c'était trop de gestion. Ouais. Et du coup, on s'est dit, OK, tu sais quoi, on va rembourser l'argent que les gens ont mis. Ils ont gagné un peu de loyer, tant mieux. Et on ferme ce sujet-là. Voilà, mais donc la SCPI, non, ça nous semblait quand même beaucoup plus proche. Ouais, tu détiens des parts. C'est plus proche de ce que tu imagines, en fait, quand tu te dis que tu vas investir en immobilier. Tu détiens les immeubles. Techniquement, c'est comme si tu as fait ta SCI qui détient un immeuble. Moi, j'appelle ça une maxi SCI. Voilà, pareil. Le coût dans les SCPI, c'est que l'intérêt, c'est la diversification parce que ça détient des dizaines, voire des centaines d'immeubles ou d'actifs immobiliers qui peuvent être aussi répartis géographiquement. Du coup, moi, avant, je travaillais dans une boîte, dans une REIT, une foncière cotée. Ouais. Pourquoi prendre une SCPI, tu vois, et pas un REIT? Tu vois, parce que j'avais regardé les actions de la boîte où j'étais, tu vois, je crois que le rendement était à genre 6,8%, ce qui est bien. Ce qui me paraît quand même assez bon. Les SCPI, alors ce que on entend souvent, c'est que la moyenne, on tourne autour du 5%, 5,5%. Bon, c'est mieux que le livret A, hein, on va pas se mentir. C'est pas le même risque non plus, il faut pas comparer. Le livret A n'a pas de risque. Ou de laisser dormir ton fric qui petit à petit se fait grignoter par la fameuse inflation qui, même si elle est retombée, mais elle sera toujours là. Enfin, c'est un fait. C'est clair. Les banques centrales veulent qu'il y ait quand même 2%, c'est la target. De l'inflation, quoi qu'il arrive. Donc, il y aura toujours de l'inflation. Donc, l'argent qui ne fait que dormir, c'est tu pars du fric. Mais voilà, pourquoi une SCPI? Pourquoi pas un titre d'une foncière cotée, par exemple? Vu qu'on est dans de l'immobilier, la foncière, son taf, c'est trouver des immeubles, détenir des immeubles, les louer et distribuer un minimum à hauteur de plus de 80. J'ai oublié les chiffres exacts, mais voilà. Parce qu'en fait, la réponse est super simple, en fait. Enfin, la réponse de pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça, c'est pas qu'on trouve pas ça bien. C'est juste que ça existe déjà. En fait, aujourd'hui, si tu investis dans une foncière cotée, rien ne t'empêche d'ouvrir un compte titre chez n'importe quel broker en ligne, et il y en a des tonnes qui sont super bien, et d'acheter des titres de la foncière. Et tu es déjà investi en foncière cotée. Donc en fait, moi, je sais pas ce qu'on aurait pu faire de vraiment mieux là-dessus. Alors que sur la SCPI, ce qu'on a fait de vraiment mieux est super clair. On a créé la première plateforme pour investir de manière 100% digitale, en payant à peu près 2 fois moins de frais que par un acteur traditionnel. Donc, si tu veux, en fait, pour le coup, c'est vraiment la solution. Enfin, c'est juste que tu as raison, les foncières cotées, c'est super. Et si les gens veulent le faire, je trouve ça très bien. Mais je ne vois pas ce que moi, j'aurais pu apporter de beaucoup mieux par rapport à ce qu'ils ont déjà comme option sur la table. Ok, et en termes d'investisseurs, moi aujourd'hui, je veux m'exposer à l'IMO. Est-ce que là, peut-être ton avis, peut-être vraiment perso, hein, mais est-ce que j'investis dans une foncière cotée, par exemple, je prends des rates ou des SCPI ou les deux? Est-ce que ça fait sens aussi d'avoir les deux ou pas? Parce que potentiellement, ça t'expose. Ça te surexpose sur ce milieu-là. Alors, la réponse pour moi va être assez simple, c'est que souvent, quand les gens investissent en immobilier, c'est pour décorréler leurs assets de la bourse. C'est-à-dire que souvent, ça va être des gens qui ont beaucoup d'actifs boursiers et qui veulent diversifier. Et la raison de diversifier, c'est pour décorréler
tes différents actifs. Le problème des REIT, même si ça a plein d'avantages, le problème des REIT, c'est que c'est complètement corrélé à la bourse. Tu regardes l'évolution des prix des actions des REIT, par exemple lors de crises comme le Covid ou quoi, tu as une corrélation quasi complète avec les marchés boursiers. Or, avec les SCPI, c'est pas le cas. Alors, tu as d'autres facteurs, par exemple, quand le taux sans risque monte, à la fois la bourse et l'immobilier ont plutôt tendance à baisser. Tous les actifs dits risqués ont tendance à perdre de la valeur quand le taux sans risque augmente. Mais tu as quand même une corrélation vachement plus faible entre de la SCPI et de la bourse. Donc, les deux sont bien. La question aussi, c'est de savoir est-ce que tu aimes la volatilité. En gros, ce qu'il faut comprendre sur la SCPI par rapport au REIT, tu as deux choses principales. La première, c'est que sur la SCPI, tu n'achètes que l'immobilier. Tu n'achètes pas la société de gestion. Parce que la société de gestion, c'est une société tierce qui gère l'immobilier, mais qui, en fait, en vrai, est un prestataire de service pour la SCPI. Quand tu achètes un REIT, tu achètes des parts d'une société, donc y compris son management, y compris ses équipes, enfin tout en fait, et aussi les actifs immobiliers que la société possède. Mais tu investis dans un package global. Si le management est nul, bah en fait, potentiellement, ton action va baisser fortement et peut, dans certains cas, d'ailleurs, parfois, ne plus être corrélée avec la valeur des actifs. Sur la SCPI, normalement, la valeur de tes parts ne dépend que de l'immobilier. C'est réévalué 2 fois par an par une valeur d'expertise et c'est obligatoirement dans un tunnel de plus ou moins 10% par rapport à la valeur d'expertise des biens immobiliers. Donc, c'est quand même un petit peu différent. Ça, c'est la différence numéro 1. Et la deuxième, c'est que dans la SCPI, tu vas perdre la garantie de liquidité. En tout cas, tu vas perdre la facilité de liquidité. Ouais. Sur un REIT, tu es coté, donc tu peux vendre à tout moment. Ouais, peut-être que tu vends mal, mais tu peux vendre. Tu peux vendre quand tu veux. Enfin, grosso modo. En SCPI, tu peux pas. Ça, c'est un truc important. En SCPI, il n'y a pas de garantie de liquidité. La plupart des SCPI aujourd'hui sont liquides parce qu'il y a plus de gens qui investissent que de gens qui sortent. D'accord. Mais si à l'inverse, et ça arrive dans certaines SCPI, tu as plus de gens qui sortent que de gens qui investissent, alors tu peux avoir un blocage de la liquidité qui peut durer longtemps, quelques mois, potentiellement quelques années. C'est déjà arrivé. Et du coup, quand tu as un problème de liquidité sur la SCPI, j'imagine. Tu as plein de solutions possibles qui peuvent être mises en place par les gérants. Ils peuvent créer ce qu'on appelle un fonds de remboursement. Ils peuvent commencer à vendre des actifs pour rembourser les gens qui veulent sortir. Tu as pas mal d'alternatives possibles, mais ça peut être long. Et donc ça, c'est un point vraiment important que je rappelle à tous les gens qui nous écoutent. Investir en SCPI, c'est très bien, mais c'est un investissement de long terme et ça présente des risques de perte en capital. Je l'ai dit, même si tu ne détiens que l'immobilier, ça peut baisser. Ah bah là sur les... Non mais voilà. 2023, c'était... mais je pense que les gens avaient oublié, en fait, tu vois. Je pense que jusqu'à 2022, les gens avaient oublié que l'immobilier, ça pouvait aussi baisser. Tu vois, on voyait tous les courbes, c'était... Ouais, mais même enfin, au niveau particulier, quand tu voulais acheter un appart, les prix étaient dingues. Et donc, ouais, tu te dis, ça va jamais se cracher. Peut-être que... Alors on se dit, dans l'immobilier institutionnel où il y a beaucoup de commercial, du bureau, on peut se dire que bon, bah, vu que les apparts ne baissent jamais, les bureaux, les je sais pas quoi, baisseront peut-être pas aussi. Donc, alors, il y a eu un crash clair. Non, mais ça, c'est sûr. De toute façon, je te dis, quand le taux sans risque augmente, c'est pas possible d'avoir des actifs qui gardent leur valeur parce que il faut comprendre que l'immobilier, quand c'est acheté par des SCPI, ça se valorise pas en prix au mètre carré. Enfin, ou ça peut se retraduire en prix au mètre carré, mais c'est pas ça que les gens regardent. C'est un yield, c'est une renta. Exactement. Les gens, ils achètent de la renta. Ils disent, OK, bah, je sais pas, prenons un exemple T, ce qu'on appelle un actif hyper prime. Tu vas être dans une très bonne zone. Donc, on va considérer que c'est un peu plus défensif. C'est-à-dire que c'est quand même un actif qui a peu de chances d'être vraiment, de tomber très bas en prix. Mais donc, dans ce cas-là, on va dire que, OK, je veux le taux sans risque plus X%. T'achètes un entrepôt en pleine pampa au milieu de je sais pas où en Espagne. Bon bah là on va dire ok bah en fait je veux le taux sans risque plus beaucoup parce que sinon tu vois c'est un truc beaucoup plus risqué. Du coup tu demandes une marge, prime de risque supérieure. Voilà. Et donc le truc c'est que quand tu achètes de l'immobilier et je sais pas, imaginons que tu achètes du prime et que tu l'achetais à 3% d'yield, donc à 3% de renta avant la hausse des taux, que tout à coup tu te rends compte que là en ce moment tu peux acheter de la dette française à 3,5, bah, évidemment qu'il n'y a pas un mec. Alors la dette française tu vois c'est super liquide et normalement, on croise les doigts, mais malgré le petit changement de notation là, voilà, normalement t'es pas censé pas faire. La France n'est pas censée ne pas te rembourser quoi. Donc évidemment quand tu achètes ça, bah tu peux pas acheter un immeuble qui est beaucoup plus dur à vendre, qui a des frais d'entretien, etc. Tu peux pas l'acheter à 3%. En fait, disons qu'aucun
aucune personne sensée ne ferait ça. Et donc, du coup, évidemment, vu que les loyers sont quand même un peu capés, parce que tu as deux options pour augmenter ton taux de renta, soit tu vas voir ton locataire, tu dis « Bonjour Gabriel, demain c'est plus 100% de loyer ». Et tu vas me regarder, tu vas me dire « Clément, non, c'est pas plus 100%, en fait, je peux pas ». Ou l'autre alternative, c'est tu dis en fait, je vends mon actif à quelqu'un, je lui vends moins cher. Et donc, si tu vends moins cher, mécaniquement, le taux de rentabilité augmente. Alors, juste pour vite fait le calcul, grosso modo, c'est le loyer divisé par le taux de rendement ou la rentabilité attendue. Donc, si ce chiffre-là, il monte, la valeur totale baisse. Et si ce chiffre-là baisse, c'est mécanique, en fait, c'est une fraction, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, en fait, si tu as le numérateur dénominateur, alors tu vois, on va dire que si tu calcules le taux de rentabilité, c'est les loyers divisés par le prix. Ouais. Si le taux de rentabilité doit monter, soit le numérateur monte, soit le dénominateur baisse. Mais il n'y a pas de arithmétiquement, tu peux faire différemment. C'est que comme ça. Ok. Bon, alors, pas mal d'IMO. Moi, j'ai peut-être une question un peu plus perso. Parce que, bon, on parlait d'IMO, d'SCPI, tu travailles dans le milieu. Et même là, vous allez vous lancer votre assurance vie. Ouais. Mais Clément Renaud, lui, il est boring sur les investissements. Il investit dans quoi? Il achète quoi? Tu vois, sans mettre en avant un truc qui peut bénéficier X ou Y. Tu as fait ton expérience aux US, tu avais un appétit pour l'immobilier, tu es venu. Aujourd'hui, on est beaucoup à investir dans de la crypto, dans la bourse, notre génération, comme tu as dit. On a envie d'avoir une prise en main aussi sur nos finances et nos avenirs, parce qu'on a de plus en plus peur sur la retraite. Par exemple, je donne la retraite, mais on peut prendre plein d'autres exemples qui nous font que on a envie de s'investir. On a toujours un souci d'éducation financière ici en France. Mais un entrepreneur, par exemple, comme toi, qui connaît quand même le milieu de l'investissement, qui est assez éduqué financièrement, t'investis dans quoi alors? Alors déjà d'une, moi j'ai pas, comme je t'ai dit, j'ai pas vendu de boîte encore et même Louvre, j'ai jamais vendu mes parts. Donc au contraire, je vais me racheter des parts à mon ancien associé. Donc j'ai beaucoup, en fait j'ai quasiment toute ma richesse entre guillemets, en tout cas de papier, qui est dans la boîte que j'ai créée, enfin une grande partie, et qui du coup n'est pas liquide parce que c'est une boîte non cotée. Donc en fait je peux pas demain le rendre liquide et je peux pas faire un lombard dessus. Enfin tu vois, c'est pas liquide quoi. Mais en revanche, j'ai quand même quelques petits invests par ailleurs. Donc effectivement, j'ai 2 apparts que j'avais achetés en immobilier locatif. J'ai ma résidence principale, tout ça a été à crédit évidemment, tout l'immobilier. Ma résidence principale, pareil, à crédit avec ma femme. J'ai un PEA sur lequel j'investis que en ETF. Je fais vraiment que des ETF. Et moi, je fais quasiment que du S&P 500 parce que j'ai déjà j'ai une gigantesque surexposition à l'Europe et à la santé financière des Européens via Louvainvest. Et donc du coup, j'investis que sur les US pour essayer d'avoir aussi une exposition un peu hors Europe. J'investis en SCPI pas mal. J'ai plusieurs SCPI que j'ai achetés via Louvainvest. Et j'ai un petit peu de crypto, mais franchement, c'est des montants un peu dérisoires. Enfin, j'ai investi en crypto, mais déjà, j'ai investi assez tard. Tu vois, mes premiers achats de crypto, c'était en 2016-2017. Quand j'ai commencé à bosser. Et c'est pas trop tard non plus, 2016, ça va, c'est pas... Ouais, c'est déjà, mais j'étais pas le early adopter, quoi. Tu vois, j'ai quand même investi assez tard et des montants assez faibles. Après, j'ai fait tout un petit truc sur la défi, etc. Et qui m'a pas trop réussi. Donc maintenant, je reste plutôt Bitcoin et Ether. Ok, d'accord. Ok, écoute, je pense que c'était assez intéressant. Je te remercie infiniment. J'ai pas dit un truc parce que ça, c'est important pour nos auditeurs, parce que là, j'ai parlé que des investissements un peu qu'on appellerait, un peu plus risqués. Évidemment, et je le rappelle, c'est primordial. En tout cas, c'est mon conseil. Et je sais que les gens souvent c'est vraiment parce que je suis sûr que tu vas avoir des commentaires sur YouTube où il y a des gens qui vont dire mais c'est un débile de dire ça. Moi, je suis persuadé que c'est hyper important. Le livret A, c'est bête, mais faites une épargne de précaution avant d'aller commencer à faire le coussin de sécurité. C'est ça, 6 mois. Alors, on n'est pas conseiller financier. Pour le coup, moi, je ne suis pas du tout conseiller financier, mais effectivement, même quand on lit les experts ou même des conseillers financiers ou des conseillers en gestion patrimoniale, c'est primordial. En fait, d'avoir ce coussin de sécurité. Généralement, c'est 6 mois de salaire ou 6 mois de dépenses. Tu vois. Parce que l'argent que tu veux investir, ça doit être de l'argent que si jamais tu le perds totalement, parce que le risque est toujours là dans n'importe quel actif aujourd'hui,
il y a le risque de perte totale. Donc, si tu le perds, faut pas que ça soit la crise et que tu te retrouves à la rue. Exactement. Donc, faut avoir ce coussin de sécurité, ce qu'on préconise, enfin, ce que les sachants, j'ai envie de dire, préconisent souvent, c'est d'avoir un coussin de sécurité. Alors, le livret A, parfois, on a entendu mal dessus. Oui, parce que si on met tout notre fric, si on met la majorité de notre argent sur un livret A qui se fait historiquement bouffer par l'inflation, en fait, ton argent, il dort pas juste, il est en train de baisser. Ton pouvoir d'achat s'affaiblit. Mais le coussin de sécurité, effectivement, c'est au cas où il y a un problème, tu as toujours de quoi t'en tirer. Et je crois qu'il y avait une stat en gros, quand on a un coussin de sécurité de 2000 ou 3000 ou 4000 euros, je ne sais plus exactement le terme, en fait, on est beaucoup plus confiant et on est plus serein pour mais j'en suis certain, ensuite investir. Donc, mais c'est normal. Ça t'apporte discipline et aussi sérénité, quoi. Mais tu vois, exemple con, parce que moi, parfois, il y a des gens qui me disent « Ouais, j'ai 1000 euros à investir, je fais quoi ?» Attends, mais attends, t'as que 1000 euros. Mais il y a que 1000 euros, je te dis, tu le mets sur ton livret A et j'ai même pas envie d'en parler avec toi. C'est-à-dire que, mais pour ton bien, c'est-à-dire que, imagine demain, j'en sais rien, t'habites à la campagne, ta voiture a un pépin, mais un truc bête, je sais pas, tu dois changer ton alternateur, tu crèves, un truc débile, tu crèves, tu dois changer tes pneus, mais ça coûte cher en fait de changer un pneu. Donc t'as pas envie de devoir vendre ton MSCI World parce que tu veux changer un pneu, tu vois, ça c'est mort, faut pas faire ça. Le coussin de sécurité, il te force ou au moins te donne la possibilité qu'en cas de baisse, où il faut pas paniquer, C'est ça. C'est un peu l'ennemi de l'investissement, la panique et l'émotionnel d'être trop vif, réactionnaire. Ouais, du coup, tu prends du coussin pour boucher un trou ou une mésaventure qui vient de t'arriver, au lieu de justement avoir à vendre. Et si tu vends à perte, t'alloquer les pertes. Donc, c'est un espèce de boule un peu. Ouais, et je précise parce que je sais que les gens sur les réseaux sociaux souvent me tombent dessus en me disant que c'est un conseil nul. Mais moi, franchement, je le donne à tout le monde parce que je suis convaincu, comme tu l'as dit, je connaissais pas la stat, mais tu vois, ça me surprend pas. Tu investis vachement mieux psychologiquement quand t'as pas peur, en fait, que tu sais que c'est pas grave. La survie de toi, de ta famille, elle dépend pas de ce que tu as mis en bourse. Parce qu'attends, vivre avec le stress d'avoir pris un moins 30%, d'un moins 40% sur tes actions, ce qui arrive, ça arrive. Hein. Ça c'est déjà arrivé. Ça arrive souvent. Non, mais ça arrive souvent. Ça va arriver. Si vous investissez sur le long terme, ce qui est quand même recommandé, vous allez prendre un jour un moins 40%. Et ce jour-là, il faut pas se dire ah non mais attends en fait je peux pas partir en vacances, je peux pas tu vois, l'exemple peut-être un peu dramatique mais je peux pas nourrir ma famille. Bah non mais avant ça il faut d'abord avoir assuré son coussin de sécurité. Ok. Non non, tu fais bien de rappeler ça. C'est vrai qu'on entend un peu toujours des gens non mais t'as de l'argent sur le livret A, non mais quelle folie alors qu'en fait. Mais alors que le livret A c'est très bien, tu vois, c'est vraiment liquide, c'est garanti, il y a pas de risque. Alors oui le rendement oui ok il est faible, je suis d'accord mais encore une fois cette épargne-là, déjà mieux qu'elle soit sur le livret A plutôt que sur ton compte courant qui te rapporte 0 dans la plupart des banques. Donc au moins... qui prend juste l'inflation tout court, il n'y a rien. Au moins tu prends, alors c'est pas grand-chose, mais au moins tu prends le rendement du livret A. Et oui, bien sûr que c'est pas un investissement, je vais pas vous dire faites que du livret A, mais faites ça. Et une fois que vous êtes tranquille, serein, vous allez faire des choses plus risquées si vous avez envie. Ok. Bon, je pense que... on doit malheureusement se quitter parce que c'est assez passionnant. Je t'avoue qu'il y avait plein de trucs, plein d'autres sujets à découvrir encore avec toi, mais je te remercie infiniment. Merci. Cette première, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on fait ce format-là pour Invest, pour la chaîne, pour notre chaîne. Et donc, c'était un vrai plaisir en tout cas. De même, Gabriel. Merci. Allez. Merci à vous, merci à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve évidemment dans une prochaine vidéo, très rapidement, j'espère.